Maison ancienne rénovée avec goût, jardin calme et ensoleillé, 130 mètres carrés de superficie, la tristement célèbre maison du 55 boulevard Schumann à Nantes est de nouveau à vendre. C'est ici que les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants ont été découverts le 21 avril 2011. Le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, est toujours recherché. Voilà maintenant 13 ans que s'est déroulé un fait divers qui a durablement marqué les Français, et qui s'est inscrit comme l'un des cas criminels les plus célèbres de l'Hexagone. Celle d'un père de famille qui du jour au lendemain va éliminer femme et enfants et disparaître dans la nature. Alors si aujourd'hui je vous racontais l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, ça vous intéresse ? Dans notre région, avec d'abord cette disparition inquiétante de toute une famille à Nantes. Les parents, Agnès et Xavier, âgés d'une cinquantaine d'années, et leurs 4 enfants de 14, 17, 19 et 20 ans, ne donnent plus de nouvelles depuis une semaine maintenant. Les volets de leur maison située boulevard Schumann à Nantes sont clos. Ce départ qui s'est fait sans prévenir personne, ni la famille, ni les écoles des enfants, semble malgré tout organisé et prémédité par la famille. Les enquêteurs ne s'orientent pas de façon privilégiée vers une piste criminelle, car aucune trace de violence ou aucune trace suspecte n'a été détectée dans la maison. En avril 2011, une famille nantaise disparaît mystérieusement. Une famille comprenant 6 personnes. Tout d'abord les 4 enfants. Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, puis Benoît, 13 ans. Puis il y a aussi les parents. Agnès, 48 ans, et Xavier, 50 ans. Tout commence au début du mois d'avril 2011. Quand des signes d'absence inexpliqués apparaissent. Les premiers indices de cette disparition successive surviennent lorsque les enfants commencent à ne pas aller à l'école, à partir du 4 avril 2011. Au départ, personne ne s'inquiète outre mesure. Après tout, une famille peut avoir besoin de prendre un peu de temps pour elle, notamment si des problèmes de santé ou des impératifs personnels surviennent. Des emails sont rapidement envoyés par Agnès aux établissements scolaires des enfants pour justifier ces absences. Les messages sont clairs. Les enfants ne viendront pas en classe pendant quelques jours, pour cause de maladie. Cela apaise les administrateurs scolaires qui ne cherchent pas à en savoir plus. Mais l'absence d'Agnès à son propre lieu de travail inquiète davantage. Elle n'était pas du genre à manquer une journée sans prévenir, encore moins plusieurs jours consécutifs. Ses collègues commencent à s'interroger, d'autant que ses enfants semblent s'être également volatilisés. Pendant les jours qui suivent, les voisins remarquent quelque chose d'étrange. La maison de la famille Dupont de Ligonnès, située au 55 boulevard Robert Schumann, à Nantes, habituellement animée par le va-et-vient des enfants et des activités d'Agnès, est désormais plongée dans un silence angoissant. Les volets, d'ordinaire ouverts pour laisser entrer la lumière, sont soudainement tirés. La voiture de la famille est encore là, mais aucun signe de vie ne transparaît. Des voisins disent avoir entendu des bruits inhabituels au début du mois d'avril, mais rien qui ne semblait alarmant sur le moment. Ce qui m'intriguait, c'était le balai là, il n'arrêtait pas de traverser et de remplir le coffre de sacs, de gros cabas. Voilà. Donc il était en bermuda, polo, chaussures bateau. Et effectivement, c'est ça, c'est ce que j'ai dit à mon compagnon. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait le voisin ? À partir de la 2e semaine d'avril, l'impression grandit sur le fait que quelque chose ne tourne pas rond. Le courrier commence à s'accumuler dans la boîte aux lettres. Et malgré quelques allers-retours qui semblent discrets, la maison semble figée dans le temps. Au fil des jours, l'absence d'Agnès et des enfants devient impossible à ignorer. Le silence est complet. Ni les enseignants, ni les collègues d'Agnès ont de nouvelles directes. Les réseaux sociaux, pourtant souvent utilisés par les adolescents, sont étrangement silencieux. Aucun des enfants n'a publié quoi que ce soit depuis plusieurs jours. Les amis qui tentent de les joindre ne reçoivent que des réponses succinctes, voire pas de réponse du tout. Quelques jours plus tard, des amis et des proches de la famille reçoivent des lettres. Celles-ci sont rédigées de manière formelle, expliquant que la famille a dû précipitamment quitter la région pour rejoindre les États-Unis. Les explications fournies évoquent une histoire improbable, mais suffisamment détaillée pour convaincre quelques correspondants. La famille aurait rejoint un programme de protection de témoins en raison de l'implication d'un des membres dans une opération secrète. Pourtant, malgré la clarté des messages,
quelque chose cloche. Pourquoi partir si soudainement, sans donner davantage d'explications? Pourquoi tout le monde semble avoir disparu sans laisser de traces tangibles de leur départ? Après plusieurs tentatives infructueuses de contact, les proches de la famille, de plus en plus alarmés, décident de signaler leur inquiétude à la police. Le 21 avril 2011, les forces de l'ordre interviennent pour perquisitionner la maison familiale. À leur arrivée, la maison semble comme abandonnée, les volets toujours fermés, une atmosphère pesante se dégageant de la propriété. Lorsque la police pénètre dans la maison, ils ne trouvent ni désordre, ni trace apparente de violence. La maison est propre, rangée, comme si la famille avait simplement quitté les lieux. Et la police va aller à plusieurs reprises dans la maison des Ligonès, afin de chercher des indices, 4 fois. Et c'est lors de leur 4e passage que l'affaire va prendre une toute autre tournure. Dans le jardin de la maison, il y a une terrasse, avec une sorte de sous-sol, qui sert de débarras avec des outils de jardinage. L'une des policières présentes sur place s'attarde sur un détail presque anodin. Il y a des gamelles pour chiens, posées sur une planche. Elle va soulever la dite planche, et constater que la terre, en dessous, a été récemment remuée. Armés d'outils de détection et de pelles, les enquêteurs commencent à creuser sous cette terrasse. Sous une dizaine de centimètres de terre, ils tombent sur une couche de ciment, qui semble récente, car celle-ci n'est pas totalement sèche. Ils vont donc assez facilement creuser et tomber sur une toile. Ils vont commencer à la découper et là va s'échapper une odeur familière, une odeur de mort, une odeur de putréfaction qui va laisser peu de doute sur le contenu de la toile. En effet, la police va tomber sur les corps d'Agnès et de ses enfants, enveloppés dans des draps soigneusement enterrés. Ils ont été recouverts de chaux vive, probablement pour accélérer la décomposition des corps, et de masquer l'odeur des cadavres. Les corps sont alignés sous la terrasse, un par un, chacun dans une fosse, creusée avec soin. La découverte est à la fois tragique et terrifiante. Après des semaines d'inquiétude et de spéculation, l'horreur de la situation éclate au grand jour. Une famille entière a été massacrée et enterrée dans leur propre maison. Épilogue macabre donc pour ce qui était jusque-là une disparition mystérieuse. 3 corps et même un 4e juste à l'instant ont été découverts au domicile d'un couple et de ses 4 enfants. Des gens qualifiés de sans histoire mais qui n'avaient pas donné signe de vie depuis le 4 avril dernier. À Nantes, Romuald Bonan, Gabriel Camilla. C'est dans le jardin de cette maison nantaise, dissimulée désormais derrière une énorme bâche noire, que les enquêteurs ont trouvé les corps de 3 personnes tuées vraisemblablement par arme à feu. Ceux de 3 des membres de la famille de Ligonès, tous enveloppés dans des draps et enterrés dans la propriété. La plupart des membres de la famille ont été abattus par des coups de feu en pleine tête. Certains des corps présentent également des impacts de balles dans le thorax. Et chacun de ces corps, enveloppés dans des sacs de couchage, était accompagné d'objets religieux, comme des croix, des chapelets, des médailles et des statuettes, qui ont été disposées sur chacune des dépouilles. Seulement, un membre de la famille manque à l'appel, le père de la famille, Xavier Dupont de Ligonnès. Très rapidement, des soupçons vont commencer à naître à son égard. On peut remarquer quelques-uns de ses comportements suspects avant la disparition des membres de la famille. À partir de fin mars, début avril, il résilie différents abonnements de la famille, comme l'eau, l'électricité, le téléphone et même le contrat de la maison. Ces actions passent presque inaperçues au départ, mais elles montrent un désir de vouloir couper tous les liens avec la situation actuelle. Puis Xavier liquide certains des biens de la famille. Il vend des meubles et des objets personnels. Cette vente rapide de leur possession crée l'illusion qu'il prépare un départ définitif. A bientôt, c'est ciao. Le plus inquiétant est peut-être la lettre qu'il envoie à plusieurs amis et membres de la famille, le 11 avril. Une lettre dans laquelle il explique que la famille va partir s'installer aux États-Unis, dans le cadre d'un programme de protection des témoins. Il y décrit leur vie future de manière presque irréelle, évoquant une mission gouvernementale top secrète. Ce récit fantastique est si bien élaboré qu'il permet d'en duper certains. Mais d'autres trouvent cette explication bien trop invraisemblable pour être vraie. Il envoie des courriels aux écoles des enfants pour justifier leur absence, affirmant qu'ils sont malades. De plus, il rédige lui-même des messages envoyés au patron d'Agnès, expliquant que celle-ci doit s'absenter pour des raisons familiales. Ces courriels sont courts, formels, et semblent dictés par une urgence plausible. Cependant, ces justifications répétées
commence à éveiller des soupçons parmi ceux qui reçoivent ces messages. Tous ces éléments confortent les autorités sur la piste du père de famille. Alors, penchons-nous un peu sur le profil de Xavier Dupont de Ligonnès. Qui est-il? Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on va abréger par XDDL, ça sera plus simple, naît le 9 avril 1961 à Versailles. La famille de Ligonnès est d'origine aristocratique. En effet, cela remonte à 1507, quand le roi Louis XV offre le titre de marquis à l'un de ses ancêtres. Cependant, la fortune des Ligonnès n'est pas celle que l'on peut s'imaginer. Xavier a 2 sœurs, et durant leur enfance, leur père abandonne la famille. Il va cependant revenir dans leur vie une vingtaine d'années plus tard. Sa mère, Geneviève Thérèse Maître, est une femme très pieuse. Cette atmosphère très religieuse imprégnait la famille, avec une forte influence de la foi catholique sur l'éducation des enfants, particulièrement marquée par la mère de Xavier. Il grandit dans une maison où les valeurs familiales et la religion étaient omniprésentes. Une éducation stricte qui marquera profondément sa personnalité. Si les premières années de son enfance sont stables, les choses changent progressivement à mesure qu'il grandit. Malgré ses origines nobles, les finances de la famille ne sont pas très élevées. Cependant, Xavier est décrit comme quelqu'un de très ambitieux, et décrit aussi comme quelqu'un d'un peu frustré par son incapacité à atteindre un certain niveau de vie. Jeune adulte, Xavier est animé par un fort désir de réussite. Il rêve de grandeur, de reconnaissance sociale et de succès financier, mais la réalité s'avère plus compliquée. Après ses études, il entreprend plusieurs projets professionnels, mais la plupart ne rencontrent pas le succès escompté. Après avoir terminé ses études dans les années 80, Xavier tente de lancer plusieurs entreprises. Il se consacre notamment à des projets dans le domaine du marketing et de la restauration, mais aucun ne décolle vraiment. Il se retrouve souvent à court de fonds et les entreprises qu'il lance sont souvent de courte durée. Ce sentiment d'échec semble alimenter chez lui une frustration croissante et une instabilité professionnelle. C'est aux alentours des années 80-90 qu'il va mener une vie nomade. Il a passé du temps aux États-Unis, notamment en Floride, où il a cherché à faire fortune. Mais ces expériences ne lui ont cependant pas permis d'atteindre le succès financier qu'il espérait. Cependant, sa vie n'est pas que frustration, car au cours des années 70, il va faire la rencontre de Agnès Audanger. Agnès vient également d'un milieu bourgeois et catholique. Leur idylle dure pendant quelques années, mais Xavier va rencontrer une autre femme et en tomber fou amoureux. Il va partir avec elle et donc quitter Agnès alors qu'ils étaient fiancés. Ce nouvel amour ne va pourtant pas durer. Leur religion, catholique pour l'un, protestante pour l'autre, va mettre fin à leur relation. Après sa rupture, il va partir donc aux États-Unis avec son ami Michel Rétif, dans l'espoir de faire fortune, mais sans succès. C'est donc pour eux le retour en France. Mais Xavier n'a pas tout perdu, car son amour de jeunesse, Agnès, revient dans sa vie. Elle aussi a bien vécu de son côté, car elle a rencontré quelqu'un. Mais cela n'a pas duré. De plus, elle est tombée enceinte, et l'homme n'a pas voulu reconnaître l'enfant. C'est donc, tout fraîchement maman, qu'elle renoue avec Xavier. Ils retombent l'un dans les bras de l'autre, et Xavier adopte ce petit garçon qu'ils nommeront Arthur, et va souhaiter l'élever comme son fils, puis va épouser Agnès. Xavier travaille en tant que commercial, puis la famille s'agrandit, et accueille Thomas, Anne et Benoît. Au début des années 2000, il crée une association, la Route des commerciaux, qui deviendra sa société. D'ailleurs, quelques années plus tard, le père de Agnès, sa femme, va décéder, et va donc laisser à sa fille un héritage plutôt confortable. Plusieurs centaines de milliers d'euros, dont elle mettra une bonne partie dans la société de son époux. Avec le reste, ils vont mener une vie plutôt confortable. Peut-être un peu trop, car en réalité ils vivent un peu au-dessus de leurs moyens. Ils sont très confiants, et passionné par les États-Unis depuis toujours, Xavier prend la décision de faire emménager sa famille aux USA, et y monter sa société localement. Ils vont donc en 2002 s'installer à Miami, et force est de constater que cela ne fonctionne pas. C'est un échec retentissant, et la famille se voit forcée de rentrer en France. Mais son désir entrepreneurial est toujours présent, et une fois rentré, il se remet en selle, et il embauchera même du monde. Et ça ne marche toujours pas, et les finances s'amenuisent. N'apprenant pas de ses erreurs, il relance une nouvelle fois une société,
en demandant à Agnès de le financer en lui donnant ce qui lui reste de l'héritage de son père. Mais elle refuse, et Xavier, très intelligemment, va quitter le foyer. À bientôt, c'est ciao. En accusant sa femme d'être responsable du désastre financier de la famille. Mais comme il est dans la merde, il va revenir quelque temps plus tard. Ses entreprises échouent les unes après les autres, et il accumule les dettes, et peine à subvenir aux besoins de sa famille. Pourtant, il continue de vouloir maintenir l'apparence d'un homme d'affaires, et d'un chef de famille solide, en refusant de montrer ses faiblesses autour de lui. Ouais, moi aussi, il commence à me faire chier là. Agnès, quant à elle, fait part à ses amis de ses frustrations grandissantes. Elle se plaint de l'attitude parfois froide et détachée de Xavier, de son instabilité professionnelle et du fait qu'il semble vivre dans un monde de fantasmes, toujours à la recherche d'un grand succès qu'il ne trouve pas. Elle est à bout, n'en peut plus, et trouve refuge dans des forums de discussion pour pouvoir vider son sac. Elle ne quitte pas son mari, non seulement car financièrement ce serait encore plus catastrophique, mais également à cause de ses convictions religieuses. La question financière revient sans cesse. C'est une obsession pour Xavier. Il se retrouve avec des dettes personnelles et professionnelles s'élevant à des dizaines de milliers d'euros. Il doit rembourser des prêts, des factures et d'autres engagements financiers qui s'accumulent mois après mois. Il en est même venu à calculer ce qu'a coûté chacun de ses enfants depuis leur naissance. Il n'accepte pas que ses échecs ne sont dus qu'à lui-même. Il recherche des coupables. Le père de Xavier meurt en janvier 2011, à l'âge de 82 ans, quelques mois seulement avant la disparition de la famille Dupont de Ligonnès. Cet événement survient à un moment où XDDL est criblé de dettes. Il espérait un soutien financier ou un héritage qui aurait pu soulager ses difficultés, mais la réalité en est tout autre. Le seul héritage qu'il va emporter de son père est une carabine 22 long rifle. En effet, il est seul dans l'appartement de son père, à ranger ses affaires, et il va tomber sur cette carabine qui sert à chasser le petit gibier. Mais le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et très vite va naître une obsession pour cette arme, et XDDL s'inscrit à la Société Nantaise de Tir, où il s'entraîne au tir avec cette même carabine. Il demande aux personnes fréquentant le lieu s'il était possible d'installer un silencieux dessus, ce qui paraît étrange aux personnes habituées à cette arme, car un silencieux enlève de la précision à l'arme. Il va régulièrement s'entraîner avec son ami Emmanuel Teneur, mais aussi parfois emmener ses fils Benoît et Thomas. Il m'a parlé d'une arme qu'il avait héritée de son père, et m'a apporté cette arme, je l'ai examinée, je l'ai nettoyée, parce que visiblement elle n'avait pas tiré depuis 20 ans. J'ai nettoyé parce que c'est quand même un outil de précision qui se respecte. Il me parle de cette arme, me parle éventuellement d'utilité d'un silencieux. Et comme dans un centre de tir c'est prévu pour faire du bruit, l'usage d'un silencieux, aucun intérêt. En parallèle, Xavier mène une double vie amoureuse, avec une femme nommée Catherine. Et contrairement à Xavier, elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas mariée, et c'est une chef d'entreprise accomplie. Et qui dit entreprise à succès dit argent. Et ça attire Xavier, qui va demander à Catherine de lui en prêter. Ce qu'elle accepte. Elle lui verse donc la somme de 50 000 euros. Et cet argent, il va l'utiliser pour éponger ses dettes. Et tout finit bien. C'est pas vrai. Cet argent, il va l'utiliser pour mener la grande vie. Il s'achète des bonnes bouteilles, il va au restaurant, il fait des sorties, il achète des cadeaux à sa femme. Enculé. Cependant, Catherine, elle s'en rend compte. Et elle coupe tout lien avec Xavier, hormis pour lui demander de la rembourser. Et là, elle va commencer à saisir ses avocats. Ce qui met Ligonnès dans un état de stress et de nervosité qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Il ne voit plus le bout du tunnel, il a touché le fond. Il va écrire à ses deux amis, Emmanuel Teneur et Michel Rétif, en leur écrivant cette lettre. « Ma situation est plus que précaire, et je préfère prendre des précautions au cas où, et vous donner des instructions à l'avance. Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture, assurance 600 000 euros pour Agnès, pour élever les enfants. Ou sinon, foutre le feu à la baraque, quand tout le monde dort. En un seul mot, je suis à la rue et ma famille meurt de faim. Je serai donc, fin août, début septembre, au pied du mur avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif. En parallèle, XDDL commence à faire des achats un peu hors du commun.
Et effectivement, il achète le fameux silencieux pour sa carabine dont il rêvait tant. De plus, il va se rendre dans un magasin de bricolage afin d'y acheter des sacs de gravats, du ciment, une bêche, une houe, ce qui est étonnant, car à aucun moment il n'a prévenu sa famille qu'il comptait entreprendre des travaux dans le jardin. Puis dans un autre magasin, il achète des sacs de chaux vives, réputés pour accélérer la décomposition des corps. Le soir du 3 avril, la famille Ligonès va aller au cinéma, voir le film Rango, que j'ai bien aimé. On s'en branle. Puis la famille est allée dîner au restaurant, hormis Thomas, qui est resté à Angers, là où il fait ses études. Le repas se passe bien et la famille rentre au 55 boulevard Schumann. Et c'est là que Xavier passe un appel à sa sœur Christine et lui laisse un message sur son répondeur. On était à Pinoche en famille et au restaurant suite dimanche soir et on rentre juste le temps que je t'ai envoyé juste pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis la joie était sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis ou tu m'envoies un petit SMS et quand là je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite. Peut-être. C'est donc là le dernier message de Xavier Dupont-Ligonnès adressé officiellement à quelqu'un. Un message anodin dont la voix laisse une impression de quelqu'un de détaché, serein. Et pourtant, quelques minutes plus tard, il va massacrer sa famille. Xavier semble avoir attendu que tout le monde soit endormi avant de passer à l'acte. Selon l'examen toxicologique, la famille aurait, au préalable, avalé des somnifères, probablement à leur insu. Il aurait utilisé le silencieux sur sa carabine, pour ne pas alerter les autres membres de la famille. Arthur dormait dans sa chambre, au moment des faits. Il est abattu d'une balle dans la tête, un tir précis, qui montre le calme et la détermination du père de famille. Agnès, l'épouse de Xavier, est tuée dans son sommeil, dans le lit conjugal qu'elle partageait avec Xavier depuis des années. Elle reçoit également une balle dans la tête. Les deux plus jeunes enfants, Anne 16 ans et Benoît 13 ans, sont abattus de la même manière. Comme Arthur, ils sont vraisemblablement tués pendant leur sommeil, chacun dans leur lit respectif. Les balles, tirées à bout portant, ne laissant aucune place à la survie. Cependant, contrairement aux autres, Benoît, le plus jeune de la famille, a également reçu 2 balles dans le thorax, ce qui pourrait laisser supposer qu'il s'est réveillé au moment du massacre. Le 4 avril, l'établissement où travaille Agnès est informé par son mari que celle-ci est souffrante. Il en va de même pour l'école de ses enfants. Pour le moment, rien d'inquiétant. Xavier a du temps pour lui, avant qu'on commence à s'inquiéter pour la famille. Cependant, il reste un membre de la famille à éliminer, Thomas. Il va donc rejoindre son fils à Angers. Et tous deux vont dîner ensemble au restaurant. Thomas se sent mal, frôle le malaise. Il ne comprend pas bien pourquoi, mais rentre tout de même chez lui. C'est un peu plus tard qu'il reçoit un appel de son père, le prévenant que sa mère a eu un accident de vélo et qu'il est urgent qu'il vienne à Nantes. Il regagne donc le domicile familial et disparaît. Nous revoilà donc à la situation initiale où aucun des membres de la famille ne donne un signe de vie. Au 55 boulevard Schumann, les volets sont clos, la maison semble abandonnée. Les différents membres de la famille et les amis reçoivent une lettre qui va rester célèbre. Coucou tout le monde, méga surprise. Nous sommes partis en urgence aux USA, dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique, car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement, ni mail, ni SMS, ni téléphone, et ce pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France, et ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé. Sécurité absolue, prise en charge financière par le gouvernement américain, vie aux USA, pas l'autorisation de vous dire où, mais il y fait chaud la plupart du temps, et il y a de la bonne musique. Départ précipité et soudain, en grand secret, sans avoir pu tout régler. Plus de contact avec vous pendant un certain temps. Le plus dur, certaines tensions avec les enfants qui ne peuvent avertir leurs amis, et qui ont interdiction de Facebook et autres réseaux internet. Et enfin, le courrier se termine par un PS, inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, c'était là quand nous sommes arrivés ici. Puis vient le moment de la découverte des corps sous la terrasse et de l'horreur.
L'enquête prend un tournant dramatique à Nantes. Des restes humains ont été découverts dans le jardin de la famille disparue début avril. Un couple et leurs 4 enfants. Le scénario bascule donc de la disparition à la piste criminelle. Il faut du temps pour digérer ce genre d'événement et c'est vrai qu'aujourd'hui la démarche qu'on effectue est aussi dans ce sens-là et dans cet objectif. Et je trouve que c'est horrible ce qui s'est passé. Si je peux dire à ce monsieur l'acte horrible qu'il a fait, qu'il puisse en prendre conscience, se repentir et se rendre à la justice. Ça ferait du bien. Xavier Dupont de Ligonnès est donc le principal suspect des meurtres de sa famille. La question est donc, où est-il ? Il se trouve sous le bouton s'abonner. Je vous laisse le temps. Allez, on reprend. On sait que le 10 avril, il quitte Nantes, car son véhicule est flashé vers Angers. Il s'arrête ensuite déjeuner dans un restaurant proche de Poitiers, et ça on le sait, car il y a des témoins. Il va ensuite rouler jusqu'à La Rochelle, où il va réserver une chambre d'hôtel pour la nuit. Et le lendemain, il roule direction Toulouse, où là aussi, il est flashé. Le lendemain, il loge dans le Vaucluse, dans un établissement 5 étoiles. Et encore, selon les témoins, il n'est pas très discret. Et il sympathise avec le personnel. Il a séjourné dans une suite qui était avec un jacuzzi, donc une grande chambre avec un coin salon, une terrasse, et qui est juste au-dessus du spa face au jardin. Et c'était la dernière chambre qui nous restait en fait. C'est une chambre donc, qui est une suite qui est à 469 €. Alors j'étais dans le jardin, je revenais à la réception et je suis passée juste devant le balcon de monsieur Dupont de Ligonnès et il m'a salué comme le ferait un client habitué de la maison. Et sur le moment, bon, c'était en hauteur, je ne l'ai pas reconnu et je suis allée à la réception pour regarder si ce client était déjà venu. En fait non, et après je l'ai rencontré en l'accompagnant au restaurant et c'est là qu'on a parlé. On suppose que s'il se dirige vers le sud de la France, c'est parce qu'il connaît le coin, pour y avoir vécu quelque temps. Il est en terrain connu. C'est donc comme cela que le jeudi 14 avril, il arrive dans la ville de Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. Cette commune se situe non loin de plusieurs villes dans lesquelles Dupont de Ligonnès a vécu auparavant. Cela on le sait car il va retirer de l'argent à un distributeur et que la caméra de celui-ci le filme très distinctement. D'ailleurs, il apparaît sur d'autres images de vidéosurveillance de la ville, comme celle de l'hôtel dans lequel il a séjourné sur place. On l'aperçoit avec une sacoche d'ordinateur, un sac de voyage et une housse de costume, qui semble contenir un objet volumineux, ce que les enquêteurs ont toujours pensé être la carabine qui a servi à massacrer sa famille. La trace de Ligonnès est donc définitivement perdue à cet endroit, depuis le parking de son hôtel, proche de l'autoroute A8, qui lui aurait permis de rejoindre Marseille, Cannes, voire l'Espagne ou l'Italie. Non loin de là se trouve aussi le massif des Morts, une chaîne de montagnes très sauvage et escarpée. XDDL aurait donc pu partir vers l'étranger, en Italie ou en Espagne, et poursuivre sa fuite, ou aurait pu se dissimuler dans l'épais massif et y mettre fin à sa vie. Des recherches sont donc lancées aux alentours pour peut-être y retrouver son corps, mais aucune trace n'est retrouvée. Alors s'il est vivant, comment s'y serait-il pris pour fuir? L'a-t-il fait seul? La police s'est également posé la question, et se concentre sur l'un des meilleurs amis de Xavier Dupont de Ligonnès, Michel Rétif. Le 14 avril, à la date où Xavier est à Roquebrune-sur-Argence, il se trouve que son ami, Michel Rétif, se trouve dans les alentours. D'ailleurs, le 6 avril après les meurtres, il se trouve que le téléphone de XDDL est constamment éteint, sauf à 21h45, quand Michel Rétif lui passe un coup de fil durant une vingtaine de minutes, avant que Ligonnès ne raccroche et ne rééteigne son téléphone. Pour se dire quoi, ça nous l'ignorons. Mais il est tout de même étrange que les deux aient eu contact après le massacre, et qu'ils se trouvent dans le même secteur au même moment. D'autant qu'on s'aperçoit que les téléphones des deux hommes vont borner à une très petite distance l'un de l'autre. Il serait donc extrêmement probable que les deux hommes se soient alors vus durant cette période. Alors est-ce que Michel Rétif a aidé d'une manière ou d'une autre son ami? C'est une hypothèse assez crédible. Il est donc logique que la police, quelque temps plus tard, surveille les faits et gestes de l'homme, mais sans résultat. Et quelques semaines plus tard, son domicile est perquisitionné. Il sera également entendu par la police, sans que rien ne puisse prouver son implication dans la fuite de XDDL.
Néanmoins, même si sa participation ne peut être prouvée, l'affaire va obséder Michel Rétif, le hanter, durant des années. Il va tomber dans l'alcool, perdre son travail, et après tant d'années de troubles, 7 ans après les fameux meurtres, Michel Rétif va mettre fin à ses jours. Michel Rétif n'est pas le seul à avoir été affecté par l'affaire. Son autre ami, Emmanuel Teneur, a lui aussi été bouleversé par les événements. Apprendre que son meilleur ami est responsable du massacre de sa propre famille a dû être un choc immense pour lui. Et au cours des années qui vont suivre, il va tomber dans un état dépressif profond qui va le faire tomber lui aussi dans l'alcoolisme. Et ce mal-être va le poursuivre jusqu'à sa mort en 2020. Alors si c'est pas un de ses 2 amis qui l'a aidé à suivre, pourquoi ne pas s'intéresser à la piste religieuse? Je vous l'ai dit plus tôt, XDL était très croyant, voire pratiquant. Mais ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est de la supposée secte dont faisait partie sa mère. Et pour cause, elle en est la créatrice. Car effectivement, la mère de Xavier Dupont de Ligonnès, Geneviève, était impliquée dans une secte mystique appelée l'Église de Philadelphie. Au sein de cette organisation, Geneviève fait soi-disant état de messages divins du Christ, qu'elle recevrait et qu'elle transmettrait à son tour, et ce tous les mois aux membres de l'Église. Elle permettrait alors à ses membres d'échapper à l'apocalypse. Bon, enfin, la secte, c'est un groupe de prière fermé. Ce n'est pas une secte parce que c'est une secte qui a échoué. Ils auraient pu réussir, c'est ce que j'explique dans le livre. Ils avaient tout, la messagère, le Shannon Redolphi, les messagers, les adeptes. Ils n'ont jamais voulu vous rencontrer, ouais. Ça n'a pas marché, et j'explique ça pourquoi. Et j'ai voulu aussi analyser la toxicité de cette éducation religieuse terrible sur Xavier, puisque en 95, tout s'écroule. Il pensait qu'il allait faire un héritage. Il a été élevé pour ça. Il allait avoir une espèce d'apocalypse et il serait l'élu. Enfin, c'est comme quelqu'un qui va toucher un héritage colossal. Et en 95, il y a ceux qui se réunissent à Rennes, au château des gens de la secte, et puis Xavier lui se réunit à Saint-Maxime. Et j'ai eu des témoins qui étaient là. Et en fait, il va vraiment croire que... Il y croyait. Vraiment. Et quand j'en parle avec Emmanuel Teneur, donc, qui était son meilleur ami pendant 37 ans, qui hélas est mort en janvier dernier, il dit à Xavier, est-ce que je peux libérer ma parole? Déjà, rien que la phrase. Xavier, tu penses réellement qu'il va ressusciter? Et Xavier répond oui. Et donc c'est à ce moment-là où nous on se rend compte que c'était grave en fait. C'était grave et que l'influence de la mère, elle était terrible. Maintenant, est-ce que c'est un motif religieux qui a poussé Xavier au crime? Est-ce que c'est la... On ne peut pas savoir, mais moi je pense évidemment que ça fait partie du mobile. Christine, la sœur de Xavier, était considérée comme la future mère de l'enfant de Jésus et de Lucifer. Alors pourquoi penser que des membres de ce mouvement auraient pu aider XDDL lors de sa fuite? Et si certains de ses membres avaient une influence importante? Certains groupes auraient pu le dissimuler. Pourquoi pas dans des abbayes? La piste intéresse beaucoup les enquêteurs, et les abbayes qui se trouvaient sur le chemin de XDDL durant sa cavale sont visitées par la police. Par exemple, la police va se rendre dans une abbaye, celle de Saint-Michel-en-Rennes, se trouvant non loin de Poitiers. La police pense qu'à un moment de sa cavale, il aurait pu s'y dissimuler. L'enquête sur place n'aboutit à rien. Mais les enquêteurs souhaitent étendre leurs recherches aux abbayes environnantes, et l'une d'elles est celle de Fontcombault, qui a la particularité d'héberger un individu récemment sorti de prison, ayant lui aussi massacré sa propre famille, Jean-Claude Roman. Pour la faire courte, pendant près de 18 ans, Roman a trompé son entourage, faisant croire qu'il était médecin et qu'il travaillait pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'en réalité, il n'avait jamais obtenu son diplôme de médecine et n'exerçait aucune profession. Lorsque ces mensonges ont commencé à s'effondrer et qu'il n'avait plus d'issue pour maintenir son imposture, il a pris la décision de tuer toute sa famille pour éviter que la vérité ne soit révélée, c'est-à-dire sa femme, ses parents et ses enfants. Quelle coïncidence donc de le retrouver là, durant l'enquête sur un homme qui a lui aussi effectué un quintuple meurtre sur les membres de sa famille. Roman est naturellement interrogé, mais affirme n'avoir aucune information sur un possible passage de Xavier Dupont de Ligonnès dans l'abbaye. La piste religieuse est donc séduisante, mais n'a abouti à rien. L'enquête est au point mort et pourtant, le 11 octobre 2019, c'est un coup de tonnerre dans toute la France. Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté à Glasgow, en Écosse,
après 8 ans de cavale. Pour commencer, évidemment, l'information de cette soirée, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué toute sa famille en 2011 à Nantes. Il était donc en cavale depuis 8 ans, période pendant laquelle on n'a eu aucune trace, aucune information sur son parcours, jusqu'à ce qu'une information arrive aujourd'hui en provenance d'Écosse, Olivier Bois. Il y a eu énormément de fausses rumeurs dans cette affaire, mais là, c'est bien réel. Ce soir, Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté. Les empreintes ont parlé. Il sera rapatrié dans les heures ou dans les jours qui viennent en France. Lorsqu'il est arrêté, on constate qu'effectivement, il a un passeport avec une identité différente. Cela paraît bien normal, avec un mandat d'arrêt international au cul. Une équipe de policiers est envoyée sur place. En parallèle, l'adresse qui figure sur le passeport est vérifiée et une perquisition est lancée. Il est incarcéré dans un lieu de haute sécurité afin d'y être interrogé. En parallèle, la nouvelle fuite et les médias sont au taquet. C'est la nouvelle de l'année. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Les empreintes digitales ont matché, ça fait aucun doute. Xavier Dupont de Ligonnès est méconnaissable selon les sources. Et pour cause, c'est pas lui. L'homme arrêté n'est donc pas Xavier Dupont de Ligonnès, mais un homme retraité nommé Guy Joao. Cela explique qu'il était méconnaissable. Mais alors pourquoi lui ? Il se trouve qu'une source anonyme aurait informé les autorités que XDDL allait prendre l'avion vers Glasgow, sous l'identité de Guy Joao. Et cette personne connaissait les horaires. Il semblerait donc que ce soit quelqu'un d'assez proche du retraité, mais nous n'aurons jamais plus de précision là-dessus. Mais alors les empreintes digitales qui sont propres à chaque individu, comment ont-elles pu être confondues ? Eh ben, elles ont été comparées à l'ancienne, à l'œil nu, en les superposant, et les subtiles différences n'ont pas été perçues. À ce jour, plus grand chose à se mettre sous la dent. Néanmoins, une autre théorie va apparaître, celle de la propre sœur de XDDL, Christine, et son hypothèse, c'est que Xavier est vivant, et sa famille aussi. Oh, punaise ! Ce que nous entendons dans les médias depuis X années, 13 ans maintenant, ne nous satisfait pas. Ça paraît complètement fou, mais je pense que c'est une hypothèse, finalement, qui en vaut une autre. Pour moi, ce seraient des corps d'emprunt qui seraient peut-être pas si difficiles à trouver dans un cadre, justement, d'exfiltration policière. Nous avions trouvé à l'époque, tout à fait par hasard, un article disant qu'en Espagne, les facultés de médecine, si je ne me trompe pas, débordaient de corps, justement, puisque les gens faisaient don de leur corps à la science pour s'éviter des frais. En effet, elle a pu les dires de son frère, ce qu'il a affirmé en disant qu'il travaille pour l'agence antidrogue et qu'il a été exfiltré, lui et sa famille. Selon Christine, les corps retrouvés ne sont pas ceux de la famille de Xavier, mais ceux d'inconnus, et que tout le monde serait parti aux USA. Mais alors comment expliquer l'achat du matériel qui a servi à ensevelir les corps ? Et le fait que Xavier a été vu plusieurs fois par des témoins et des caméras de surveillance après le massacre. Oh oui, oui. Aujourd'hui, le destin de XDDL est flou. L'enquête n'est pas close, et il est encore recherché. Il n'y a plus la même effervescence qu'auparavant, cela paraît évident depuis 13 ans, mais des actions sont encore menées. Par exemple, en mars 2024, plusieurs personnes avaient signalé qu'un individu présentant des ressemblances avec XDDL, au sein de la communauté des Sœurs dominicaines de Béthanie, à Montferrand-le-Château près de Besançon. L'ADN analysé ne correspondait pas à celui de XDDL. Des fouilles ont été menées également au cimetière de Roquebrune-sur-Argence, dernier lieu où on a vu XDDL, pour ouvrir des caveaux. Peut-être qu'il aurait pénétré à l'intérieur pour mettre fin à ses jours et dissimuler son corps. Malgré les signalements, les fouilles et les théories les plus folles, nous ne savons pas à ce jour où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès, ni s'il est encore en vie. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès reste l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces dernières décennies. Elle a profondément marqué les esprits, non seulement par l'atrocité des faits, mais aussi par les innombrables zones d'ombre qui entourent sa disparition. Chaque nouvelle piste, chaque rumeur entretient le mystère. Et malgré les années qui passent, l'obsession de comprendre ce qu'il est advenu de cet homme ne faiblit pas. C'est une affaire qui continue de fasciner, à la fois pour ses implications tragiques et pour les questions sans réponse qu'elle laisse encore derrière elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à la préparer. Elle me tenait à cœur et c'est une affaire qui me fascine depuis le début. Et je pense que vous le comprenez à la longueur de la vidéo. Pour l'instant, j'en suis qu'au tournage, mais je pense que ce sera ma vidéo la plus longue à ce jour. Alors, si vous voulez récompenser le travail effectué, mettez un like sous cette vidéo
un petit commentaire constructif, et abonnez-vous, et partagez-la. Pour encore plus de soutien, vous pouvez devenir membre de la chaîne. En échange d'un petit abonnement, vous pourrez voir les vidéos en avance, voire même certaines vidéos que j'ai supprimées depuis quelques temps. J'ai également un compte TikTok auquel vous pouvez vous abonner, ça va faire grandir la communauté et amener encore plus de monde. Et pour finir, vous pouvez aussi aller écouter mon podcast sur les plateformes d'écoute, comme Spotify. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.